Mon nom est Claudia Ouellet et aujourd'hui, en studio, au bureau, j'ai avec moi Greg Blanc, président directeur général de Montaur Aéro. C'est moi. Hello. Bonsoir. Et en ligne, j'ai André Allard. Et à la demande d'Olivier, j'ai mis son chandail préféré. Ton chandail des Delvez. Salut tout le monde. Olivier, le pilote désigné. Nicolas. Bonjour Olivier. Bonjour tout le monde. Hello. Alors, pour ce premier épisode de 2021, messieurs, une nouvelle qu'on part directement comme ça, hein? À brûle pour point, comme on dit. À sec. Pow! Attends, premièrement, on va souhaiter une bonne année à tout le monde. Là. C'est vrai, on pourrait, hein? On pourrait. Vas-y donc. Absolument. Ben écoute, Bonne je année, souhaite tout le une monde. très bonne année à tout le monde. Je vous souhaite du bonheur, de la santé, tout ce que Et une vous reprise pourrez, des vols commerciaux, une reprise significative. En ce qui nous concerne, une reprise des vols commerciaux, effectivement. Mhm. Éventuellement, peut-être une aide substantielle de la part du gouvernement fédéral canadien à ses transporteurs. Et à tous ceux qui, malheureusement, ont eu des problèmes avec leur emploi dans le domaine, On espère que vous une retrouverez résolution ouais. satisfaisante pour tous. Oui. à tous mes collègues techniciens, maintenance engineer. Et, Je vous souhaite de retrouver la ouais. voie du bonheur et Absolument. Absolument. voilà. OK. Ceci étant dit, nouvelle surprenante. Laquelle? Boeing reconnaît ses torts. Nah, Il n'y a c'est plus pas rien ça, qui nous moi. surprend, on est en 2021. Bon point, c'est vrai. Impossible n'est plus dans notre vocabulaire, monsieur Allard. Oh, ça fait longtemps que ça a été rayé, le mot est impossible. Impossible n'est pas français. Alors là, monsieur Calhoun a écrit une missive interne à ses gens pour expliquer le plaidoyer de culpabilité enregistré par Boeing face aux accusations de complot pour fraude amenées à son endroit par le gouvernement américain. Saviez-vous Mhm. qu'il avait pensé quelques secondes, le gouvernement américain, à déposer des pas des plaintes, mais déposer des charges contre Boeing pour complot pour meurtre? Criminel, hein? Ouais. Ouh, c'est intéressant. Ça m'intrigue qu'il ne l'ait pas fait. D'ailleurs, pour les familles qui poursuivent leur requête individuelle, donc leur poursuite individuelle face à Boeing pour dommages, Oui. c'est exactement ça leur point, que ça devrait être criminel. Et je dis poursuivre parce que le 2,quelques milliards Ne les affecte pas. de pénalités inclut 500 millions pour les familles des victimes. Donc, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne pour celles qui vont décider de poursuivre personnellement, mais potentiellement vont refuser le règlement et se tourner vers les tribunaux de leur côté. Donc, certaines familles, entre autres, du drame d'Éthiopienne. Mais c'est parce qu'il y en a qui disent que ce sera pas... premièrement, t'as l'éternel... j'allais dire l'éternel combat, c'est pas un combat, là, mais t'as l'éternelle réflexion philosophique de combien ça vaut quelqu'un. Là. Absolument. Et on sait, si les gens ont écouté nos émissions passées, on sait qu'à un certain moment, Boeing offrait aux gens en Afrique 150 000 $. Ouais. Donc, mais Sans encore compter là... les frais d'avocat qui vont passer là-dedans. Fait que donc, des pinottes. Oui, non, absolument. Absolument. Donc, c'est toujours délicat de dire combien ça vaut une vie humaine. Mais c'est une lutte à finir. Pour ceux qui espèrent un règlement rapide, moi, je serais vous, j'irai m'acheter du popcorn, puis ça va être long. Et revenons sur qu'est-ce qui se passe chez Boeing de ce côté-là. En fait, David Calhoun parlait du time for reckoning. Donc, c'est le moment de reconnaître nos torts et le fait qu'on a laissé tomber nos équipes, blablabla. Donc, notons que malgré les charges qui ont été déposées, il y a certaines choses qui ont été évitées pendant tout ce temps, dans cette solution-là. Donc, comme tu disais, des charges criminelles et également des accusations criminelles, pardon, et également un inspecteur indépendant. Ça a été évité. Donc, Boeing continue de s'autoréguler dans cette solution-là. Ça, ce bout-là, je le comprends Ce qui est pas. probablement la chose qu'il souhaitait le plus, au-delà de l'argent et tout, parce qu'il y avait déjà des montants qui avaient été mis de côté pour les règlements, mais je pense que la question de ne pas avoir d'autorité réglementaire directement dans leurs pattes pour la poursuite de leurs opérations, c'était un enjeu vraiment majeur. Ça me fait un petit peu peur, je dois dire. Honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas qu'on ait... je comprends pas qu'on les oblige pas à avoir... à se faire inspecter, à se faire gérer par quelqu'un. De manière indépendante. De manière indépendante. Puis tu me reprouveras, Ouais. from scratch, là, Ouais.
On le que tu es réenlèvera plus tard. capable, mais pour tout de exactement, suite, que tu es capable de le faire par toi-même. Olivier? Puis, Ben, ça s'inscrit dans la logique américaine que le big government, c'est le gros gouvernement est mal aux États-Unis, donc ils vont tout faire pour s'enlever de cette optique-là, malgré t'as le gros entièrement bon sens. raison, mais en même temps, Preuve t'as quand étant même en fait planté que ça a deux avions. tellement bien là. fonctionné jusqu'à maintenant. Là. Ouais, tu sais, je veux dire, on a quand même retrouvé des escabeaux dans le rear bay de certains 787, puis des outils, des rifteuses dans les ailes, puis... Ben, ça, c'est... Greg, je m'excuse, mais ça, c'est une bonne chose. Tu sais, quand tu viens pour travailler sur ton avion, les outils sont déjà à l'endroit où tu en as besoin. Tu vois, là, Olivier, je reconnais ton côté pragmatique. C'est tout à fait absolument incroyable. Tu as besoin de faire des réparations. Ça tombe bien, la mèche est déjà là. Donc, oui, absolument. Puis tu sais, l'avantage, Olivier, c'est vrai que tu sais que c'est la bonne, puisque c'est celle qu'ils ont utilisée pour construire l'avion. Quelle Tu sais grosseur que de l'escabeau bite dois-je est de utiliser? la bonne hauteur. Exactement. Tout est déjà prévu. Quel genre d'escabeau dois-je acheter? Ah, ben, il est déjà là, fait que ça doit être celui-là qui doit être bon. Tu sais. Fait que, ouais, Peut-être que absolument. dans le fond, c'est du service à valeur ajoutée de la part de Boeing qui fournit les bons outils à ses différents fournisseurs. C'est vrai. On n'a pas vu ça de même, nous autres. On est bien niaiseux. Voyons, merci, Olivier, de nous ramener dans le droit chemin encore une fois. Ben oui, puis on voit ça des fois dans les contrats, des annonces de commandes d'avion, que ça inclut les appareils, mais également les pièces et le service après-vente. Maintenant, on comprend que le service après-vente... Maintenant, ça inclut le tooling, exactement. Les retailles de métal, c'est très, très utile en réparation aéronautique, vous saurez. Ouais. C'est la chip de métal qu'ils laissent dans les Oui, ailes. exactement. Tu la mixes avec du scellant, du PRC. Ceux qui nous écoutent, si on a des techs qui nous écoutent, savent de quoi je parle. Là. Tu la mixes avec du scellant, ça renforce. C'est comme du béton armé, dans le Ça fond. fait comme, dans le fond, du plastique wood, mais c'est du plastique métal. C'est ça. Puis là, tu bouches les trous avec ça. Tous nos spécialistes Voilà. du Parlant de composite qui nous écoutent vont être très fiers de ma déduction. Absolument. Parlant de composite, Greg, Oui. pendant le temps des fêtes, je cherchais à faire des cadeaux à mes proches et j'ai essayé de trouver une chandelle d'aromathérapie avec l'odeur de PRC, j'ai pas trouvé. Ah ouais? Ouais, non, ça... Mais si jamais vous en trouvez une pour Greg, nothing beats fuel in the morning. Ouais, là, Claudia a retrouvé l'odeur du... Du jet fuel. l'odeur du jet fuel et de l'huile hydraulique in the morning. Ça sent bon, ça. Oui. PRC, honnêtement, pour les gens qui savent pas c'est quoi, là, c'est probablement la chose qui sent le plus mauvais sur la planète, c'est du PRC. Ben, le PRC, c'est pas si pire parce que on n'en fait pas tant que ça, mais je me surprends des fois à sentir. Oui, mais je sens tu sens l'hydraulique / huile à moteur / Personnellement, je pense fuel. qu'il n'y a rien de pire que Dracard Noir, mais c'est une autre histoire. C'est moins pire que le brut de Fabergé. Bon, ben, let's go. OK. Là-dessus. Oui, André. Mais juste pour... Excusez-moi de faire le rabat-joie puis de redevenir sérieux. Je t'en prie. Juste pour ajouter sur Boeing, ce versement-là de 2,5 milliards, quand on le divise par le nombre de 737 MAX non assemblés encore, ou à vendre, ou dans le carnet de commande, ça fait 750 000 $ de coûts de production supplémentaires. Et ça exclut les frais du prêt de 50 milliards de dollars par année, donc 2,5 milliards par année. Donc, pour chaque année que Boeing n'a pas remboursé sa dette, on ajoute 750 000 $ au coût de production par unité de 737 MAX. Là-dessus. Et ça, il faut... Oui, excuse-moi, André. Fait que, t'as raison, je n'irai pas plus loin. C'est toutes des affaires déjà dit. Il est plus rentable, cet avion-là. Fermez ça. Ben en fait, selon ce qu'on sait présentement, ils ont été obligés de coller près de 500 millions de dollars de plus que ce qu'ils avaient déjà mis de côté pour ce règlement-là. Donc, c'était déjà pas mal au livre, là. Ils étaient pas trop loin de ce qu'ils avaient cru dépenser là-dessus. Ouais. Donc, pas très cher. Fait que, donc, la version max du 737 sera éventuellement donc un programme qui n'aura jamais été rentable. Si le break-even, donc si on se ramasse niveau 0, je vais être très surprise. À suivre. Ouais, ils vont nous sortir une affaire comptable encore qui fait que ça passe. Là. Passons sur les brèves. Olivier, 2 Global Live pour Sab? Exactement. Donc, le SAB qui avait déjà un contrat avec les Émirats Arabes Unis. Pour 2 Global Express modifiés en avion radar. En fait, c'est pas juste des avions radars, c'est des avions de surveillance. Ils ont aussi des caméras infrarouges, multispectrales et compagnie. Mais ils avaient déjà un contrat pour 2 avions. Le contrat original était signé en 2015, 1,27 milliard. Et là, l'extension de ce contrat-là, si on veut, c'est une modification. 2 avions de plus pour environ 1 milliard et livraison autour de 2025.
C'est incroyable quand même. Donc, on remarque qu'il y a 270 millions de moins. Donc, on peut s'attendre que ce sont les coûts pour débuter le programme qui ne seront pas récurrents à ce moment-là. Et puis, le fait que la SAB a appris comment faire ces modifications-là. Donc, ça va aller plus vite et moins coûteux pour les avions subséquents. Ouais. Bonne nouvelle pour tous les futurs clients, donc. Ouais, je comprends. Olivier, question comme ça, là, je vais essayer de te prendre en défaut. Là. Ça me surprendrait que Comment ça se fait qu'on n'a pas ça au Kawada? Des avions radars? Ouais. Parce que Ben, ça on fait a pas les, partie on a de notre les stratégie de défense. P3, là, ça compte pas. Là, c'est, Non, ben, en fait, on a les radars qui surveillent l'espace aérien du Nord avec le NORAD, puis on utilise ces radars-là et ce que les Américains ont pour surveiller l'espace aérien. Ouais, fait qu'on n'a jamais ressenti l'utilité d'avoir ça dans la Force aérienne canadienne? Non. OK. Mais je pense à la grosseur qu'on a, ce serait pas le meilleur investissement. OK. D'accord. On est d'accord avec la On y stratégie. reviendra. Intéressant. J'aimerais ça éventuellement qu'on. Mais on fera ça, parler de la stratégie, des approfondisse, différentes approches oui. et tout ça. Et en passant, c'est des Global 6000. Oui. Ouais, Donc, c'est bonne nouvelle pour Bombardier également. Ben oui, qui fournit la plateforme, le Green, l'avion Green. Là. Mhm. Effectivement, tout à fait. Cool. On parle beaucoup d'innovation en aviation ces derniers temps, entre autres avec le package de soutien à l'industrie européen qui va pousser pour l'avion vert. Et ce qui est intéressant de se demander dans ce cas-là, c'est quoi exactement, dans quel sens on va innover pour faire des avions verts? Et la première idée de tout le monde, c'est on va faire plus de ce qu'on fait déjà, on va le faire mieux. Donc, on va faire les mêmes moteurs qu'on fait déjà, mais ils vont être électriques, on va faire des choses comme ça. La BBC a fait un reportage intéressant sur qu'est-ce que ça veut dire l'innovation en aviation écologique et ils arrivent avec un point de vue qui est intéressant sur de quoi les avions ont l'air, donc de quoi les plateformes vont avoir l'air, parce que pour rendre les avions écologiques, de changer les moteurs, c'est pas suffisant. Il faut, entre autres, par exemple, améliorer la portance. Oui. Pour que toute la plateforme ne soit plus un poids mort complet qui doit être 100% supporté par les moteurs. Puis ça, petite parenthèse, c'est une très bonne nouvelle, entre guillemets, parce que ça enlève beaucoup de pression aux motoristes aussi. Parce que ces dernières années, quand on annonçait qu'un avion était 20% plus économique que la version antérieure, c'est les motoristes qui se tapaient 15 à 17% de la différence. Ouais. Fait que donc, on va vous mettre ça dans les notes de l'épisode. C'était juste rapide, je vous en parlerai même pas particulièrement. Il y a entre autres le V-Plane et le Maverick qui répondent à un peu cette idée-là d'un changement de look des fuselages qui va supporter le verdissement des appareils. Donc, on va vous mettre ça dans les notes pour que vous ayez voir ça. Les images sont très, très intéressantes. Et aussi, d'où ça vient, tu sais, le V-Plane vient d'une thèse de maîtrise d'un étudiant qui travaillait qui travaillait chez KLM, si je ne m'abuse. Oui, ben en partenariat avec KLM. Ouais. Puis c'est un étudiant de l'université Telft, je ne sais pas comment le prononcer, Telft, en tout cas. Ils sont très présents en aérospatial. Puis oui, effectivement, c'est sorti de l'idée de la tête d'un étudiant. Puis on l'a vu, les gens l'ont vu passer. Les gens qui nous écoutent, là, qui vont écouter le podcast, vous l'avez vu en photo, c'est sûr. Ça a fait, c'est passé sur à peu près tous les channels. Puis même des trucs pas aéronautiques, là. Facebook, et etc. Ben, ça a l'air un peu d'un vaisseau couleur spatial, de KLM. c'est Ouais, cool, c'est ça. t'sais. Exact. Fait que vous l'avez vu passer. Quand vous allez le revoir, là, c'est sûr que vous allez dire « Ah oui, j'ai déjà vu ça. » Enfin bref, on vous met ça dans les notes. André, Korean Air va faire l'acquisition d'Asiana. Oui, alors c'était déjà enclenché avec la pandémie en Corée. Le gouvernement avait fortement insisté Korean Air puis Asiana à se fusionner. Les actionnaires de Korean Air ont voté la semaine dernière en faveur d'une résolution afin d'aller chercher le financement puis de compléter l'acquisition d'Asiana. Donc, la Corée va se retrouver avec un seul transporteur et dites-vous qu'en 2021-2022, dans bien des pays du monde, c'est une situation qu'on va revoir encore souvent, c'est-à-dire fusion des transporteurs aériens. Pour vous donner un ordre de grandeur, Asiana avait 84 appareils avant le début de la pandémie, dont 6 A380, et Korean Air en avait 161, dont 10 A380, entre autres. Ça veut dire que une fois la fusion faite, il y a peut-être 16 avions dont ils vont devoir disposer. Je vous laisse deviner lesquels. Et il faudra voir aussi comment, après la fusion, la nouvelle Korean Air, quel usage ils vont faire de leur A220-300, puisqu'ils en ont 10. Est-ce qu'ils vont en avoir suffisamment ou ils vont en vouloir plus avec cette nouvelle formule-là et avec l'économie post-COVID? Est-ce que ça va être un avion qui va leur être utile? Il faudra vérifier aussi, André, ça lance l'idée pour une future émission. Là,
Y a-tu, parce que j'ai vu passer ça à quelques endroits sur le web au niveau des fils de nouvelles. Est-ce que tous les A380 vont être automatiquement sortis des lignes? Donc, on sait qu'Air France se débarrasse de ses A380, on sait que Lufthansa va faire de même, mais pour des marchés comme le marché asiatique, où il y a quand même encore beaucoup de volume, que tu le veuilles ou non, là, je veux dire, le marché asiatique, au ralenti, c'est un volume normal pour certains pays, on s'entend, là. Wow, Donc, okay. ce serait intéressant de voir et donc de donner suite à ces idées qui ont été lancées là, sur différentes plateformes, de voir s'il y a, si c'est forcément et automatiquement la fin du A380 ou si, puis là, toutes les idées sont bonnes, ou si certains d'entre eux vont être transformés en cargo, ou si certains d'entre eux vont tout simplement continuer à voler parce qu'il y a assez de volume pour certains opérateurs à ce niveau-là. Mais parce qu'on sait qu'il y a certains A380 qui ont déjà été commencés à être démontés. Mm-hmm. Mais ça, c'est les premiers de série, ça. Ceux qui ont été envoyés à la casse sont c'est des vieux numéros de série, les premiers, donc qui avaient pas forcément c'était pas la version officielle. Souvent, les premiers numéros sont pas à jour, là. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait un potentiel de les garder? Il faut-tu absolument s'en débarrasser, les découper en morceaux puis les envoyer au recyclage? Je lance la question. Y aurait-tu moyen d'en transformer certains en cargo? Ben, écoute, faut pas oublier que la 380, à la base, c'est un appareil dont le coût d'opération est élevé. Okay? Oui. Par contre, la situation qu'on vit en ce moment fait en sorte que la valeur des avions usagés est en train de chuter rapidement. Alors, est-ce que si on donne un A380 à une compagnie aérienne, est-ce qu'elle est capable de le rentabiliser sur certaines lignes? C'est la question auquel il faut répondre. En Asie, le problème, OK, c'est que sur des courtes distances, oublie ça. Là, non, quand ça je te c'est parle sûr. de courtes distances, là, je te parle de moins de 3000 milles nautiques. Là. Ouais. OK, pour ce genre d'avion-là, c'est un saut de puce. Ouais. Alors, tu peux pas sur le marché intérieur asiatique, il sera pas rentable. Et là, il va falloir attendre que le marché des vols entre l'Asie et l'Europe, ou entre l'Asie et l'Europe surtout, reprenne. Parce que c'est là où ces avions-là volent le plus. Ouais. Donc, tant aussi longtemps que ce marché-là va pas repris, moi, je vois pas la rentabilité de ces avions-là. OK. Donc, on va les garder parqués encore quelques années au moins. OK, c'est bon. Fait qu'on y reviendra, c'est correct. C'était pas l'idée de partir là-dessus aujourd'hui, mais je lance l'idée, puis les gens qui nous écoutent, s'ils veulent marquer ça, porter ça en commentaire, de voir ce qu'ils en pensent. Mm-hmm. Puis parce que le questionnement, il est là. On va quand même pas toutes les scier en morceaux. Là. Mm-hmm. Ben, de toute façon, c'est sûr que pour les derniers qui vont les retirer du service, ça va devenir de moins en moins intéressant de les retirer parce que l'appareil va coûter moins cher, va valoir moins cher, puis les pièces vont être abondantes. Peut-être que... En tout cas, il y a ça aussi, c'est vrai. Bon point. Le 2 et le Brésil. André, comment ça va? Ah, ben, écoute, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que M. Soleil a fait comme prédiction la semaine passée? Que les ventes allaient, en gros, arrêter. Bon, alors, puis on avait dit oui, mais le côté militaire va probablement survivre au Brésil et tout ça. Mais là, Jair Bolsonaro a déclaré la semaine dernière, que le Brésil était en faillite. Bon, les déclarations de M. Bolsonaro, je prends ça à la légère. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est de voir que le Fonds monétaire international a commencé à se mêler des finances du Brésil parce que le Brésil est en train d'arriver à la limite de ce qu'il peut emprunter. Et on sait que quand le Fonds monétaire international s'en mêle, il y a souvent des intérêts. Ça veut dire que les dépenses du gouvernement, le gouvernement ne peut plus dépenser librement souvent. Et là, ce que ça veut dire, c'est est-ce qu'il va y avoir des réductions du budget militaire brésilien, puis la capacité du gouvernement à soutenir Embraer va être affectée dans cette crise financière-là. Donc, ça vient rajouter une ombre de plus au tableau d'Embraer qui commence à être en sérieuse difficulté. Oui, même avec une bonne nouvelle dont on parlera dans les rafales à la fin, je pense pas que ça va sauver le... Moi, je pense pas que ça va être sauvé, honnêtement. Là. C'est mais malheureux, dans le cas où ça plate, ne les sauverait pas, qu'est-ce qui risque d'arriver exactement? Pas une faillite, là. On avait parlé que le Brésil les garde sur un poumon artificiel pendant un bout de temps. Là, on est en train de dire que peut-être qu'il n'y aurait pas les liquidités pour le faire. Ça veut dire quoi? Regarde, tout est possible. Est-ce que le nom d'Embraer va... Je doute que les Brésiliens soient prêts à se résigner
à laisser tomber Embraer. OK? Il y a quand même Et là, des quand enjeux je parle- stratégiques militaires dans Ouais, cette et question-là. c'est quand Ouais, même- quand même, ouais. C'est quand même un symbole de fierté nationale au Brésil, Embraer. OK? Mhm. Donc, il y a des impondérables là, qu'on a du mal à calculer ou à évaluer dans les prises de décision. Mais ce qui est certain, c'est que Embraer va coûter cher à maintenir en vie dans les prochaines années. Donc, est-ce que le gouvernement puis le peuple vont vouloir soutenir ça? C'est la question. Au moment où on se parle, il y a, à part le 2, là, Mhm. il y a pratiquement rien qui se fait du côté civil, autre que la division support technique pour les avions déjà en service. Tout le gros du travail se fait beaucoup du côté militaire. Il y a le KC-390 qui est en train de rentrer en opération. Il y a Embraer aussi qui se prépare à travailler avec Saab. Mhm. En fait, ils sont déjà prêts à travailler avec Saab pour faire assembler les Gripen qui ont été achetés pour le Brésil. Mhm. Donc, côté militaire, ça va. Mhm. Mais côté civil, comme je te dis, à part le côté, l'aspect soutien technique pour les opérations déjà en cours, donc tous les avions déjà qui volent, Ben, il y a grand-chose. Il y a encore un bon carnet de commandes, une centaine de commandes, faudrait que je vérifie, pour le 175. Là. Et c'est à peu près, du côté civil, là, c'est à peu près tout ce qui marche et qui a été capable de générer des profits dans les dernières années chez Embraer. Maintenant, tu es dans les transporteurs régionaux et c'est des compagnies, là, regarde, de 2021, 2022, aux États-Unis, des compagnies qui vont péter aux frettes, là, c'est des transporteurs régionaux. Ouais. Je vais reprendre l'expression. Les compagnies qui vont virer la carte en 2021-22, ce sont les transporteurs régionaux. OK. On va faire un tour en Europe. Ryanair est bien fâché Ah oui! pour faire changement. Monsieur O'Leary est fâché! Ouais. Ah ben lui... Alors, il passe présentement sur le dos des administrations gouvernementales du Royaume-Uni et d'Irlande le fait qu'ils doivent annuler des vols. Et son point, c'est vous avez mal géré la dissémination des vaccins et c'est de votre faute si je suis obligé d'annuler presque tous mes vols. OK. Fait que, Maudit virus. oui, Toi, je t'haïs. mais même Ouais. pas le virus, comme... Ouais. Tu sais, je veux dire, t'as pas... Puis c'est sans compter la nouvelle variante du virus, puis etc., qui est comme... Tu sais, même si on avait sorti le vaccin plus rapidement, il n'est pas dit qu'on n'aurait pas fait des arrêts drastiques. Et aussi, ben, il y a des... Tu sais, je veux dire, même s'il y a des vols qui décollent du Royaume-Uni, s'ils ne peuvent pas atterrir parce qu'ils sont interdits de séjour dans les autres juridictions, Exact. c'est pas nécessairement la faute des Anglais si ça vire comme ça, là. Bon, tu sais, Absolument. en tout cas. Mais... c'est une drôle de façon de gérer la colère de ses clients que de passer le blâme sur quelque chose qui n'a pas vraiment rapport. Là. Ah ben c'est... What else is new? Ouais, exactement. Bonne chance à Ryanair, là, mais on s'entend-tu que c'est pas moi qui va verser une larme sur les problèmes de Ryanair. Passons à une bonne nouvelle à la place. André, nouveau contrat pour CAE. Oui, alors CAE a annoncé la semaine dernière avoir eu un contrat. En fait, CAE a obtenu le contrat de Lockheed Martin, qui, elle, a un contrat avec le gouvernement, avec les gouvernements franco-allemands. Parce que en Europe, ils ont créé une nouvelle escadron de transport aérien mixte, français et allemand, qui va intégrer une dizaine de C-130J et des KC-C-130J. Donc, le rôle de cet escadron-là, ça va être de faire du transport tactique et du ravitaillement d'hélicoptères, entre autres. Pour les Français et les Allemands, c'est une première, c'est-à-dire que l'escadron va être en France, basé en France. Les militaires allemands qui vont être intégrés dans cet escadron-là vont être basés en France, au même endroit que les Français. Donc, tout le monde va travailler ensemble et collaborer ensemble, développer les opérations et s'entraîner ensemble dans le but d'avoir un escadron opérationnel et complètement mixte. Je sais pas si... Est-ce que ça se fait ailleurs dans le monde, ça, Olivier, ce genre de choses-là? Oui, les Anglais avec le Qatar, ils ont un escadron mixte de Typhoon. OK. Et ils vont bientôt avoir un escadron mixte de Hawk pour entraîner les pilotes. OK. Et pour CAE, son rôle dans ça va être de fournir un simulateur de vol complet qui va pouvoir passer du C-130J au KC-C-130 OK. et
un fuselage d'entraînement pour le C-130J, là, pour le cargo, l'entraînement, le système d'arrimage cargo. Donc ça, c'est à ça que ça va être le rôle de CAE dans ce contrat-là. Et CAE, depuis le mois de novembre, c'est la compagnie à Montréal, en tout cas, c'est la compagnie qui nous a apporté le plus de bonnes nouvelles et encore une autre compagnie qui devient de plus en plus Ils sont incroyables, ces gens. La pandémie semble rouler sur leur dos comme l'eau sur le dos d'un canard. Ça paraît zéro. Même qu'à la limite... Je suis même pas sûr qu'ils sont au courant qu'il y a un virus. Pandémie, ouais. Non, moi, je pense que oui. Je pense que oui. T'as vu des choses qu'on n'a pas vues, toi. Parlant d'autres pour lesquels ça ne va pas très bien. Alors, on se rappellera qu'on avait parlé l'automne dernier de l'évolution de la guerre des tarifs entre les États-Unis et l'Europe. Et l'Europe, à ce moment-là, venait de gagner le droit d'imposer des tarifs aux États-Unis. Ouais. Et c'était comme la deuxième branche. La première branche, c'est qu'en 2019, les États-Unis avaient gagné le droit d'imposer des tarifs à l'Europe. Donc, nous autres, on s'était dit, vite, comme ça, sans aller plus loin que ça dans notre réflexion, ben là, ils ont le droit de s'imposer mutuellement des tarifs, ça va s'annuler, c'est réglé, tout le monde devrait tirer la plug puis oublier ces poursuites-là puis laisser faire. C'est pas du tout comme ça que ça se passe finalement. Donc, il y a des nouveaux tarifs américains qui entrent en vigueur le 12. Et donc, ce qui se passe avec ça, c'est que l'Europe a gagné le droit, finalement, d'imposer des tarifs beaucoup plus importants aux États-Unis que le contraire. Et là, les États-Unis sont pas du tout d'accord avec ça et ils disent on veut pas faire de l'escalation des mesures, mais on veut ramener un équilibre là-dedans. Alors, on va tout simplement ramener ça à zéro parce qu'on considère que c'est pas juste. Et donc, on va imposer des droits sur des pièces d'avion, des vins qui ne sont pas pétillants, des cognacs et des brandy français et allemands. C'est tout. T'es en train de me dire que le Baby Doc est sauvé, André. C'est produit où, ça, le Baby Doc? Le vin chez IGA est sauvé. En tout cas. Écoute, à tous les 4 ans, aux États-Unis, le mois de janvier, c'est un mois de transition. Ouais. Et c'est pas le bon moment au niveau international de transiger avec l'administration en place. Tu t'attends toujours passer le moment où la nouvelle administration va rentrer. Donc, tu remarqueras que l'Europe n'a pas réagi fort à cette dernière... On verra quand quelqu'un de raisonnable sera assis dans le bureau ovale. T'attends que la prise du Capitole de pouvoir soit faite et après regarde, c'est ça. Donc, je pense qu'ils attendent au 21 janvier avant de commencer vraiment à essayer de trouver une solution à ce litige-là parce qu'ils se sont dit pour 2 semaines, on va vivre avec parce que de toute façon... Ça donne rien de parler au vice-président. Je l'ai jamais entendu. Sincèrement, je l'ai jamais entendu. Non, mais sans faire de politique ou quoi que ça, l'homme, la personne, là, le vice-président américain, M. Pence, je ne sais pas à quoi ressemble sa voix. Je l'ai jamais entendu. Fait que Ça parle peut-être plus de ton suivi des nouvelles que de sa présence dans les médias. Ben quand même, je suis pas mal ça, là, mais en tout cas, bref. Non, mais genre, en tout cas, mon point, c'est que je serais pas capable de le reconnaître dans une salle ou quoi. Là, mais je veux juste ajouter une note là-dessus, Claudia, si tu permets, parce qu'à Maubert, en Alabama, il y a aussi des A220 qui sont fabriqués là-bas. Absolument. Ouais. Et les pièces qui arrivent du Canada, parce qu'ils passent à la préfale, les fuselages passent à une préfale maintenant, sont préassemblés à Mirabel. Et comme ça arrive du Canada, ben, ils ne sont pas visés par cette taxe de 15 %. Surtout qu'il y a à peu près 65 % de la valeur de l'A220 qui vient des États-Unis. Alors, ça serait un petit peu fou de taxer ça. Rappelez-vous que le plus gros fournisseur de l'A220, c'est maintenant Raytheon Technologies qui contrôle au niveau du coût des fournisseurs à peu près 50 % du coût des fournisseurs. Comme le CDC. Ils ont... Tout de même. Ouais. Bravo, bien joué. Greg. Bien joué, Greg. Alors, Greg is the best. Je propose à Airbus, s'ils avaient une préfale d'A320, 321 à Mirabel, ils pourraient faire le préassemblage des fusages là. Justement, on a un excédent de capacité. Oui, donc si Airbus nous écoute, ce serait peut-être bon d'envoyer plus de choses à Mirabel ici à Montréal. Vous savez déjà comment c'est beau, vous aimez Montréal, venez ici. On a de l'espace tout près qui vous attend. Exactement. Qu'est-ce qu'on en pense à Mirabel,
messieurs? À Mirabel sont contents. Nos auditeurs, on attend des nouvelles. On attend des nouvelles, exactement. Mais Greg, je vous ai-tu parlé de Greg? Greg chez Raytheon Technologies. La vision, hein? Ah, Greg Ace. Les Greg, c'est les meilleurs. Alors là-dessus, Dassault et ses livraisons de Falcon en 2020, André. Alors, si on suit aux nouvelles, André, c'est catastrophique. Vas-y, explique-nous ça. Ouais, est-ce que vous êtes catastrophé sur le point de perdre connaissance en lisant les informations qui ont été publiées par Dassault la semaine dernière? Je suis apoplectique. Tu ne dors plus, toi, Olivier? OK. Non, c'est pour ça que j'ai l'air à mort ce matin, je dors plus. Je te crois tellement, là. En fait, c'est ça. Alors, Dassault pourrait faire un récapitulatif. Faut faire un récapitulatif. À quand le prochain reel de bloopers? Récapitulatif? On commence l'année en force. Oui, absolument. Donc faire un retour en arrière. Hein? Voilà, allons-y comme ça. En 2020, Dassault a exporté 13 Rafales versus 26 en 2019. 34 Falcons qui ont été livrés en 2020 comparé à 40 en 2019. C'est catastrophique. C'est ça. Alors moi, Mais c'est quoi leur boss de présenter ça comme ça? Do rolling. Right. D'autant plus que cette année, je pense que les nouvelles les annonces de pays qui sont intéressés par le Rafale, il y en a eu à peu près une toutes les semaines. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Pas trop inquiet. Mais maintenant, si on regarde les baisses de livraison de la famille Falcon, des avions d'affaires civiles de Dassault, je vous ai préparé un beau petit graphique que vous pouvez regarder, n'est-ce pas? Et on constate une chose intéressante quand on regarde ce graphique-là. À partir de 2013, il y a eu un déclin constant du nombre de livraisons. Et avant ça, il y avait eu un pic en 2010 dans le nombre de livraisons. On avait même dépassé 90 appareils livrés en 2010. Okay? En 2013, Dassault a annoncé le Falcon 5X. Et c'était à peu près le bon moment. On arrivait, il y avait le Global 7500 qui s'en venait. Il y avait des choses intéressantes qui apparaissaient sur le marché, puis il y avait des nouvelles technologies. Donc, l'objectif de Dassault, c'était d'arriver avec la cabine la plus spacieuse, puis d'ajouter, elle aussi, de la technologie dans ses avions, dans la cabine et dans le poste de pilotage, afin d'être à niveau avec les compétiteurs. C'était donc l'objectif du Falcon 5X. Il était listé un peu haut à 45 millions d'euros, soit à peu près 70 millions de dollars canadiens. Mais on connaît les déboires du Falcon 5X, en particulier du moteur Safran. Le 5X devait rentrer en service en 2016 ou à la fin de 2016, puis vraiment là prendre du rythme dans les livraisons 2017-2018. Mais en 2017, Dassault est obligé de canceller le Falcon 5X parce que, entre autres choses, il recevait beaucoup d'annulations de commandes à cause des retards. Puis, je ne sais pas si tu te souviens aussi, Claudia, mais quand on a fait le spécial sur Bombardier l'été passé, à l'été 2020, déjà, j'avais mentionné que déjà en 2019, le marché de l'aviation d'affaires avait ralenti. Okay? Donc, pendant cette période de temps-là où on a perdu les commandes du 5X, en 2017, à la fin de 2017, on a mis une croix sur le 5X. Puis au début de 2018, on a annoncé le 6X. Le problème, c'est que là, on annonce le 6X dans un marché qui est en déclin. OK? Ouais. Tu es en retard, tu as connu du retard. Là, la confiance des acheteurs a été ébranlée. Fait que c'est difficile de reprendre, tu sais, du tempo ou de l'air d'aller. De redynamiser tes ventes dans ce temps-là. Ce qui est un peu étrange, parce que là, moi, ce que j'ai en tête quand on parle du marché des avions d'affaires, c'est que c'est le seul qui est robuste actuellement. Ouais. Donc, soit c'est juste une question de réputation. Mais il faut remettre quelque chose en contexte, André, parce que ce que tu nous présentes est très bon. Tu as tout à fait raison. Et je pense que la petite affaire qu'il faut ajouter à ton analyse qui est très bonne, c'est l'aspect Dassault a toujours, tu sais, les Falcons existent depuis longtemps. L'armée canadienne a eu des Falcon 20 à l'époque, là. Donc ça existe depuis longtemps. Sauf que Dassault a toujours eu comme clientèle
une clientèle un peu spéciale. Tu sais, des opérateurs de jets privés qui cherchaient cette French touch, là. Donc, Dassault n'a jamais eu et n'aura jamais, selon moi, des volumes et des... Pardon. Ils n'ont pas un attrait grand public, même dans beaucoup moins que ce que Bombardier et Gulfstream ont. Pour différentes raisons, entre autres pour une philosophie, la fameuse philosophie des 3 moteurs, par exemple, qui venait chercher certaines personnes seulement. Et là, eux sont touchés de plein fouet par les tarifs parce que je présume que le gros de leur clientèle était aux États-Unis. Est-ce que je me trompe en disant ça? Ben oui, entre théoriquement, oui. En Asie, beaucoup aussi. Oui, ils sont touchés. Oui, je suis d'accord avec toi, ils sont touchés par les tarifs. Là où quand le 6X a été annoncé, on a revu le positionnement un petit peu de l'appareil. Le 6X est 10 millions d'euros moins cher que le 5X, donc ça l'amène à 50 millions de dollars, 51, 52 millions de dollars. Y est-tu moins gros que le 5X? Il est légèrement moins gros, moins de distance franchissable. Mais là, tu es plus dans la catégorie du Global 5500 avec le 6X tel qu'il est présenté maintenant. Et en termes de prix, ça se compare comment? Même chose. De prix? Même chose? Même chose. C'est très semblable. Donc là, on s'approche de cette catégorie de prix-là. Maintenant, ce qui va se produire, c'est que quand l'appareil va approcher de sa certification, c'est là suite après la certification, c'est là où les ventes vont reprendre. Parce que une fois que tu as manqué ton coup et que tes clients initiaux t'ont laissé tomber, ça devient difficile de relancer le carnet de commande. Ouais. Il faut que tu te rendes à la livraison et à la mise en service pour être capable de le relancer. Fait que, moi, je suis pas inquiet trop pour Dassault non plus. Je vois ça. Dans le cas de Dassault, on doit aussi avoir beaucoup de futurs opérateurs qui doivent attendre de voir un petit peu ce que l'avion va valoir sur le marché. D'autant plus que il va se comparer à des avions qui sont déjà en service. Donc, si tu dis qu'il va être en compétition avec le Global 5000, 6000... On le sait comment ça fonctionne. Le Global 5000, 6000, ça fait tellement d'années qu'ils sont sur le marché et ça fait tellement d'années qu'ils performent que, écoute, avant, si le vendeur d'Assaut vient me voir et dire « Hey, regarde, on est une alternative au Global 5000 ou 6000. » 5005. 5005, merci. On va voir, OK, fais-le voler, certifie-le, bon, OK, d'accord. Puis après ça, on va voir qu'est-ce que ça vaut comparé à un appareil qui n'a plus à faire ses preuves. Fait que dans le fond, ce que je comprends de ce que tu dis, André, c'est que Dassault a raté son coup avec les premières vagues d'acheteurs habituels, donc les adoptants précoces et les innovateurs. Et là, dans le fond, on va sauter directement à la première majorité. Et ces gens-là sont moins énervés par l'innovation et plus avec les performances réelles comparées à ce qui est déjà sur le marché. Oui. La clientèle de Dassault, elle est spéciale. Elle a toujours été spéciale. Des gens qui cherchaient des performances dignes d'un chasseur. Puis je ne l'invente pas. C'est comme ça. C'est les pubs que Dassault fait. Là, okay? C'est ça leur position. Je vais ajouter un petit point à Grégory parce que j'ai écrit déjà il y a quelques semaines sur les ailes du Québec que c'était un avion très haut de gamme, c'était très raffiné. Oui. Puis il y a des employés de Bombardier qui se sont sentis... T'es-tu en train de dire qu'on fait de la scrap? Non, c'est pas ça, j'ai dit. On parle de l'avion de Dassault. On parle pas de Bombardier ici. On parle juste du produit Dassault. C'est un très bon produit. Ce qui n'enlève rien au produit de Bombardier et aux avions d'affaires de Bombardier. Je tiens à faire cette nuance-là. Là. On n'est pas en train de dire que Bombardier... Puis on n'est pas en train de dire que Dassault est supérieur à Bombardier ou quoi que ce soit. On dit juste que c'est un produit très niché, très spécialisé. Oui, puis que dans les clients qu'ils ont, j'avais déjà lu, par exemple, dans le magazine, pour vous donner une idée, là, dans le magazine d'Assaut qui s'appelait le Falconer, quelque chose comme ça, là, j'avais lu un article où il parlait de Francis Ford Coppola qui a un Falcon,
qui disait que lui cherchait cette touche européenne. Il voulait que son avion soit spécial. Puis il disait quand je me parque dans un FBO avec mon Falcon, ben, tout le monde dit « Oh my God, c'est un Falcon! » Donc, il y a ce petit côté-là, ce point-là sur lequel Dassault travaille beaucoup, puis ils auraient tort de ne pas le faire. Ben, ils le font sur d'autres choses. C'est le positionnement français habituel avec la haute couture, avec la nourriture, avec le monde. Exactement, absolument, tout à fait. La French Touch, là, je ne l'invente pas, c'est comme ça que c'est dit. Là. Pourquoi avec un appareil, tu sais, puis en plus de ça, si tu regardes du côté technique de la chose, ben là, on te dit que tu vas bénéficier de toute la recherche et de toute l'expertise de Dassault au niveau militaire, dont entre autres les commandes de vol électroniques. C'est plus une question d'être électrique, elles sont électroniques. Puis je le sais que du point de vue d'opération de la maintenance, c'est pas tout à fait la même chose comment ça fonctionne chez Dassault et chez les autres. Là, ben, Dassault, ils ont été les premiers à faire le 7X. A été le premier avion entièrement, totalement designé, pensé, réfléchi, dessiné virtuellement. Donc, on n'est pas passé à travers une maquette, on n'est pas passé à travers... On a tout fait sur Katia, qui appartient à Dassault. Et donc, on a été capable de... c'est nouveau, on est les premiers, on est les meilleurs. De toute façon, quand etc. on pointe, nous, en tant qu'analystes, pas professionnels, on s'entend, mais tu sais, dans notre point de vue d'analyse, quand on pointe des différences, c'est pas pour dire que quelqu'un est meilleur que quelqu'un d'autre, à part quand on dit que les avions de Boeing? Des Brésiliens. Ah, des Brésiliens, ouais. Sont pas bons. En tout cas, c'est une autre Non, c'est une autre affaire. Mais pour tes gars de Bombardier, André, pour avoir travaillé avec Bombardier, il n'y a aucun stress. Les chers amis qui nous écoutaient... Je faisais de la finition et tout, là, c'est pas... Écoute, je connais une couple de finisseurs de gars qui font des sièges chez Bombardier. Ils ont rien à... Ils sont très bien réputés. Ouais. Mais je te ferai remarquer que pour le Global 7500, dans les systèmes intérieurs, dans la cabine, donc qui ont attrait aux clients des avions d'affaires, Bombardier a décidé de nommer ses nouveaux sièges nuages. Oui, c'est vrai. On avait justement dit qu'ils allaient pointer une concurrence directe à Dassault avec leur positionnement français, européen. Le système de son s'appelle Opera, le système audiophonique et ambiophonique. Et le système d'éclairage, de contrôle d'éclairage s'appelle Soleil. Il s'est francisé comme ça, c'est présenté avec le nom français à la clientèle. Tu vois qu'on est en train de, avec le 7500, Bombardier est en train de positionner dans le marché. Il y a un petit côté aussi, on sait que les Américains aiment beaucoup les French World. Oui, c'est ça. C'est avec mon Entertainment System Soleil. Bon, mais c'est ça, oui. Hein? Oui, absolument. Donc, voilà. Bravo Dassault. Oui, quand Moi, même. je vous aime. Olivier, la force aérienne grecque, ça a l'air que c'est quelque chose, ça, là? Oui, on en a parlé souvent des Grecs ici à Aéropod. Souvenez-vous, on vous a parlé que les Grecs avaient reçu l'autorisation d'acheter des F-35 alors que la Turquie ont été sortis du programme. Et aussi, les Grecs ont acheté... Mets ça dans ta face, Erdogan. Oui, c'est ça. Ont acheté cet automne ou peu avant Noël, ils ont acheté des Rafales. Donc, on avait fait je pense qu'on avait fait des blagues là, qui étaient équipés du système tactique Tzadiki. Ouais. Mais tu avais l'air de dire qu'on les sous-estime. Les Grecs, c'est la force aérienne grecque, c'est un client de longue date des manufacturiers français. Ils ont eu des Mirages. Ils ont eu des Mirage 2000. Ils les ont encore d'ailleurs. Ils ont des Rafales. Et là, ce qui s'est passé avec les Grecs, c'est que la force aérienne hellénique a signé une entente avec le gouvernement israélien. Donc, les gouvernements grecs et israéliens ont signé une entente pour l'entraînement des pilotes. En ce moment, les Grecs, ils font une partie de leur entraînement en Grèce. Ils envoient des étudiants en Italie. Ils envoient des étudiants aux États-Unis avec la base d'entraînement, le programme d'entraînement de l'OTAN à la base de Shepard. Et là, avec Elbit, ils vont mettre sur pied un nouveau programme d'entraînement pour les pilotes. En ce moment, ils utilisent 40 T2 Buckeye, des avions comme la marine américaine avait pour entraîner leurs pilotes. Donc, les avions qui ont 45 à 50 ans d'âge. Et ils ont 45 T6A qui ont entre 17 et 20 ans d'âge. Les T6A, c'est les PC-9 version bizarre que Beechcraft a fait. Ouais. Et puis là, avec Elbit, le contrôle, ils vont acheter 10 Leonardo M346. Ouais. Ils vont être basés en Grèce pour remplacer les T2. Donc, on voit qu'avec 10 M346, on remplace une quarantaine de T2.
Donc, j'ai pas de misère à le croire, là, juste au niveau de la fiabilité d'un vieil avion versus un avion plus moderne. Ouais. Et ça prévoit la modernisation des T6A avec des nouveaux systèmes pour l'avionique pour faciliter la transition d'un avion d'entraînement de base à un avion un turboprop plus performant et ensuite de ça vers le M346 et ensuite vers le Rafale et le F-35. Le contrat vaut 1,68 milliard et il faut aussi, pourquoi moderniser ces T6-là? Ben, jusqu'à tout récemment, les Grecs avaient encore des Cessna T-41, donc les 172 militaires. Eh boy! T-41. Ouais, c'est Ça des a quel 172, âge? ça, dans les militaires, pour breaker, ils ouvrent les portes. Véridique. OK. Ouf! Je pensais que c'était une vacherie, puis je la trouvais un peu intense. D'accord. Falcon 9, Olivier. Falcon 9, oui, le premier vol de 2021 pour SpaceX qui a eu lieu en date du 7 janvier. Ils ont lancé le satellite turc qui s'appelle le Turksat 5A. Donc, un nom comme ça, on sait d'où il vient. Mais ils ont le droit de faire ça, même s'ils sont plus. Les Américains parlent plus aux Turcs, là? Ben, c'est comme toutes les sanctions, c'est pas vraiment on n'est plus amis avec toi, puis jamais on veut plus te parler. Regardez les Russes, il y a des sanctions contre la Russie, mais ils collaborent encore pour la station spatiale. Ils achètent des sièges sur Soyouz, les Russes achètent des sièges sur les lanceurs américains. Donc, c'est comme si c'est un l'espace était isolé de tous les autres enjeux. En fait, non, il faut voir ça comme un baromètre. Donc, si vraiment les relations étaient envenimées à ce point-là, on arrêterait d'acheter des sièges sur Soyouz. On ne permettrait pas aux Russes de venir voler sur le matériel américain et vice-versa. Donc, c'est vraiment un baromètre. Donc, tant que ça coopère au niveau de la station spatiale, on voit que les relations entre les deux pays sont correctes. Okay. Intéressant. Donc, dans le cas de SpaceX, pour revenir à nos moutons, donc, il prévoit 40 missions cette année. L'an dernier, ils en avaient fait 26. Et cet automne, M. Musk avait mentionné le chiffre de 48 missions pour 2021, mais il semblerait que 40, c'est un chiffre plus réaliste. Donc, on parle des missions standards pour de lancement commercial. Il y a des missions de la NASA avec Dragon et Dragon Cargo. Il y a des missions de Starlink. Il y a des missions pour le gouvernement américain au niveau militaire avec Falcon 9 Heavy, qu'on devrait voir revoler cette année. Il y a même une mission privée de 4 passagers à la station spatiale avec un Dragon. Ah ouais, hein? Est-ce qu'il y a Tom Cruise on devait parler dedans? cet été avec Tom Cruise. Ah oui, avec Tom Cruise, hein? C'est question. lui, hein? C'est lui. Oui. On en a parlé à Aéropod. Non, mais c'est lui. Non, Aéropod, oui, je sais. Aéropod, c'est quoi? Mais non, mais tu serais informé. T'as manqué un bel épisode, Grégory. Olivier Lacombe, on Oui, c'est a-tu moi. la confirmation que Tom En fait, Cruise c'est va la être à mission bord? de Axiom, la compagnie Axiom. Donc, ils sont en pour parler. Est-ce qu'ils vont avoir le droit de voler? C'est bien beau si on achète, c'est exemple, Aéropod, on achète une mission de Falcon 9. Est-ce qu'on va avoir le droit de se rendre à la station spatiale? C'est Ouais. Deux choses. Fait, tu peux acheter des C'est sièges, pareil. mais pas avoir le droit d'y aller, tu sais. exactement. C'est comme acheter un billet sur Ryanair puis pas avoir le droit d'y aller. Mais, Ou ouais, acheter mais un je- tour mais touristique je te des dis- résidences je de te- vedettes. Ouais. Je te dis que le fan service à bord de Crew Dragon est meilleur que celui chez Falcon Air. Chez Ryanair. Ryanair, pardon. c'est ça. J'ai eu une seconde de doute. Là, je crois. Falcon Air, c'est que ça trahit ton âge? ça? Ryanair. Je veux dire, à nos moutons, hier, la mission qui a volé, donc le premier étage, c'était son 4e vol. Mhm. Il est revenu se poser sur le bateau. Et les carénages, c'était leur 2e vol. Et ce matin, le 8 janvier, à le moment où on enregistre, on n'avait pas encore eu la confirmation s'ils avaient réussi à récupérer ces carénages-là. D'accord. Et dis-moi, Olivier, est-ce qu'on a la moindre idée de la rentabilité présentement de SpaceX? Ils font de l'argent comme de l'eau. Ah oui, hein, ça marche. Ils sont rentrés dans leur argent puis la vie est belle. Là. Ah, eux autres, ben oui. Quel Là, beau tout le modèle monde, d'affaires, on hein. regarde Ariane Espace, on regarde les Russes qui s'en viennent avec des lanceurs réutilisables. Puis tout le monde, c'est une course là, pour essayer de trouver une façon de concurrencer SpaceX avec leur fusée réutilisable. D'ailleurs, C'est ça qui serait Elon débile. Musk est rendu l'homme le plus Ouais, le riche plus au riche monde, du a monde. dépassé Ouais. Tu vois, même le Amazon chien et- est content, là. Seigneur, oui, pas qu'une petite SpaceX! frustration. SpaceX! Tu sais? Mais ce qui est intéressant là-dedans, ce qui serait écœurant, c'est que SpaceX, ils donnent ça, ils mettent toutes leurs données gratuites sur Internet. Ça se pourrait bien. Ah! Oui, Combien, André. juste pour le fun, combien de missions pour 2021? 40. 40? Oh, C'est ça va, quasiment tu sais. rien. Ouais. Hey, Et là, C'est bon. ce qui va arriver, c'est que
SpaceX va voler plus de fois avec Falcon 9 que les Max vont voler ou quelque chose de même. Là. Il y a comme une joke avec OK. D'accord. All right. On passe en techno, Greg. Oui. Rolls-Royce met son programme Ultrafan sur pause. Oui, ben écoute, c'est pas, ça va être rapide. Rolls-Royce qui travaillait sur un moteur potentiellement qui est gearé, exactement comme le Gear Turbofan. La gear est fabriquée par Liebherr Aerospace. Tout ça a commencé en 2014. On va mettre tout ça sur le hold en 2022. Donc, on finit de faire des tests puis de checker 2-3 petites affaires. Puis, on va mettre ça sur le hold en 2022 parce qu'on attend d'avoir une plateforme pour l'utiliser avant de pousser ça plus loin. Mais faut pas capoter avec ça. Pourquoi? Ben, parce que dans le plan de Rolls-Royce, on visait 2025 avant de commencer à transpirer. Donc, ça va. Fait qu'il nous resterait 3 ans pour ajuster à une plateforme, puis Oui. c'est pas plus bête comme... Exactement. OK. Tout à fait. GE a un nouveau contrat. Oui, GE a eu un contrat de 111 millions de la part de Navair. Donc, c'est l'organisme américain qui gère les achats militaires. Donc, pour le lot numéro 4 pour recevoir, dans le fond, GE va fournir des moteurs, le nouveau moteur d'hélicoptère turboshaft, donc le T908, qui est utilisé sur le King Stallion. T408. Comment? T408. T408, excusez-moi, j'ai dit 908. Oui, pardon, je suis tout mélangé entre le 900 Impardonnable, 700. Greg. Je sais, écoutez, après trop de pression. Donc, c'est ça. C'est quand même un moteur, du temps passant, de 7500 shaft horsepower. Je dis ça de même, là, quand même. Puis là, il y en a 2. Il y a 3 moteurs, en fait. Sur le King Stallion, il y a 3 moteurs. Ah, d'accord. Je pensais C'est un monstre. C'est un monstre qui va être capable de lever 27 000 livres de payload. Ce qui est l'équivalent C'est un hélicoptère, là. C'est un hélicoptère. Ce qui est l'équivalent de quoi? Un tank, là? C'est quoi le... Oui, il pourrait facilement transporter un char d'assaut. Fait qu'il est quand même Un véhicule décidé, blindé, là. parce que des chars d'assaut comme principaux, c'est autour de 60 tonnes métriques. Là. Ouais, Donc, ouais, on est ouais. loin du 27 000 livres. Oui, non, mais... 27, il y a une photo sur Internet et ils ont fait des tests cet été de King Stallion qui Ouais. transporte en l'élag 27 000 livres et qui ravitaille en vol d'un Hercule. Ouais. Oh, ça va. Fait que c'est... Oui, un char d'assaut, petit char léger, on s'entend, là? Oui, absolument. Pas un Abrams, là. D'accord. Non, genre un VBL. Un VBL, exactement, tout à fait. Donc, c'est ça. Fait qu'on va... le T408 va remplacer éventuellement le T64 dans les flottes d'hélicoptères de l'armée américaine at large. Là, je dis l'armée, là, c'est at large. Il est 57%, le T408, il est 57% plus fort que le T64, qui est actuellement le moteur le plus répandu dans l'armée américaine, qui inclut tous les corps d'armée. Donc les véhicules blindés léger qu'on a au Canada sont trop lourds pour être levés par l'hélicoptère. Ils sont juste en haut de 28 000 livres. OK. Ah, c'est fait que juste ça, il va pour dire. falloir dire à GE qu'il arrête de dire ça parce qu'il parle vraiment de chars d'assaut légers. Là. Fait que je sais pas de quoi ils parlent, mais ils disent que c'est pour que les Marines soient capables de... C'est rien, d'autre. Ouais, je sais. Fait que voilà, très bonne nouvelle pour GE. On est content pour eux. Ben, tout de même, puis qui va prolonger la durée de vie aussi de ces appareils-là. Oui, puis by the way, le T408, on est en train d'essayer de les installer sur les Chinook. Plus de détails à venir. Il est en train de voler as we speak. Comment? Il y en a un qui vole, je pense, un démonstrateur avec le T408. Au moment où on se parle, vous pouvez aller voir les vidéos sur le site de GE. Les tests datent de l'automne dernier. Là. Non, là, en ce moment. D'accord. Rafale, Greg. Oui. Ce que vous devez savoir cette semaine. Il y a plein d'affaires. Qatar Airways. Je vais regarder pour la fin, celle-là. OK, fine. Breeze Airways. Breeze. Breeze, c'est l'ancien grand patron de comment il s'appelle aux États-Unis? André? JetBlue. JetBlue, merci. L'ancien grand patron de JetBlue qui... c'est l'ancien Moxie. Oui, l'ancien Moxie aussi, qui s'appelle maintenant Breeze, qui a reçu son premier Embraer... puis qui avait lancé Azul, effectivement. Il a reçu son premier Embraer 195. Il y a 30 195 en commande. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'ils attendent à partir du mois d'août cette année les premiers des 60 à 220 300 qui ont été commandés. Et qui ont été commandés en janvier 2019. Et il y a une option pour 60 de plus. Fait que ça, c'est une autre très bonne nouvelle. Ouais. Il faut spécifier que
Oui. Les 195, c'est des avions usagés qui viennent de chez Azul Airlines. Oui, exactement. On a également les B-70. J'ai une petite nouvelle qui se rajoute à ça. C'est officiel, c'est signé. Amazon recevra ses 11 767 des anciens de Delta. Donc, c'est signé cette semaine. Ouais. Aide publique. Ouais, ça, c'est une petite flèche à nos politiciens d'ici. Qui doivent commencer à avoir l'air de cactus actuellement. Là. Probablement. Donc, c'est pas très compliqué. Il y a, entre autres, dans cette nouvelle-là, ce qui est important de savoir, c'est que le TUI, le groupe TUI en Allemagne, a été autorisé et vice-versa. Le gouvernement a eu l'autorisation d'aider le groupe TUI à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Donc, c'était juste une petite flèche à envoyer au ministre des Transports qui fait absolument rien ici au Canada. On n'a toujours pas de nouvelles de Christian, malheureusement, mais on espère que ça va venir rapidement en 2021. Exactement. Lufthansa. Là, c'est rendu, c'est Michael Sabia qui est en charge du dossier, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, mais en tout cas, il reste quand même que le ministre des Transports est... Oui, non, mais c'est ça. C'est le dossier est au ministère des Finances. Donc, le ministre des Finances, Mme Freeland. Et c'est le sous-ministre des Finances qui est en charge du dossier de l'aide aux compagnies aériennes. C'est ce que j'ai vu, je crois, dans la presse cette semaine. Donc, on va par en venir à bout quand les comités vont être finis. Là. Donc, ce serait intéressant quand même que le gouvernement fédéral commence à se dépêcher parce que là, ça fait plusieurs fois que les gouvernements en Europe interviennent. Mm-hmm. Puis là, il y en a une plus avec le groupe TUI. WestJet met à pied 1000 personnes. C'était dans les journaux ce matin également. Oui. Ouais. Lufthansa. Lufthansa qui refinance à hauteur de 500 millions 8 avions. Mm-hmm. Donc 5 A350 et 3 A320. Qu'ils vendent et qu'ils louent, là, c'est ça? Et qu'ils relouent? Non, on a renégocié des contrats de location puis un petit peu tout ça. Là. Mm-hmm. C'est compliqué, je rentre pas dans les détails parce que pour chaque type d'appareil, ça peut aller jusqu'à 3 différents modes de financement. Fait que c'est extrêmement compliqué. Mais la nouvelle ici, c'est simplement pour montrer aux gens qu'il n'y a pas juste les transporteurs régionaux qui ont la vie dure. Même les gros transporteurs nationaux sont obligés de jongler à essayer de refinancer comme ils peuvent certains appareils. Donc, ça va mal pour tout le monde. AEI, ça c'est le concurrent. C'est une compagnie américaine qui est basée en Floride qui fait des modifications de P2F, là, donc Pax to Freighter. Qui vient de signer un contrat encore pour des 737-800. Puis la nouvelle ici, c'est un petit clin d'œil à nos amis israéliens qui s'amusent à modifier tout ce qui bouge. Donc, on a le concurrent américain qui lui aussi vient de signer pour transformer des 737. Voilà, c'est le prochain Salis, le 737-800. J'ai un ami qui est allé visiter IAI. Ouais. Il est revenu de là, il y avait 2 palettes sur le dos. Exact, oui. WestJet. Et WestJet, oui, donc qui a annoncé qu'ils vont voler, ils remettraient en service le 737 MAX. C'est pour le mois de janvier. Ils aimeraient ça faire Toronto-Calgary, donc commencer avec Toronto-Calgary. Et s'ils sont capables d'avoir toutes les autorisations puis que tout est en règle, ils aimeraient ça commencer, ils disent à la mi-janvier, puis on a vu passer entre les branches sur différentes plateformes le 21 janvier. Et on finit avec Qatar cette fois. Qatar Airways, yes, nos amis de Qatar Airways. Ça, j'ai été obligé de prendre des notes parce que c'est compliqué un petit peu. Qui devient le plus gros opérateur de Airbus A350 de la planète. OK. Donc, il a reçu une nouvelle réception. OK. Il a reçu cette semaine, à la fin 2020, là, mais on l'a su cette semaine, qu'ils ont reçu un A350 1000, un 19e, mais ils ont déjà en stock 34 900. Donc, pour un beau total de 53. Mais ils en attendent encore 25 et éventuellement, ils vont avoir un beau total de 76 A350. Fait que c'est une très bonne nouvelle parce que pour un si petit opérateur, grâce à ces avions-là, c'est eux qui vont avoir la flotte d'avions la plus moderne et la plus jeune dans l'espace aérien ces prochains mois, ces prochaines années. Ceux qui suivent en arrière, c'est Singapour qui vont avoir 67 A350, toutes variantes confondues. Là. Delta va en avoir beaucoup aussi, peut-être? Ouais, mais ils sont loin derrière encore. Puis Delta, ils ont repoussé des livraisons aussi, il ne faut pas oublier. Donc voilà, c'était ça. Alors merci Qatar, on t'aime beaucoup. Eh bien, dernier point, messieurs.
Ouais, j'ai une précision à faire. La Grèce a retiré ses Cessna T-40 et les a remplacés par des Tecnam. Des petits Tecnam avec des moteurs Ah automatisés. oui, OK. Cool. On est un peu moins off qu'on pensait. Excellent. Ben là, on se trompe, on va le dire. Là. On n'est pas comme Boeing. Là. Oh! Et on finit ça sur une petite flèche. Et voilà. Là-dessus. Merci. On n'entendra pas une poursuite criminelle avant d'avouer. OK. Oh non, on se donne pas la peine d'apprendre des langages étrangers chez Boeing. Là-dessus, chers auditeurs, merci d'avoir été parmi nous cette semaine. C'était Claudia Ouellette. Grégory Blanc. André Allard. Olivier Lacombe. Merci tout le monde. Bonne semaine. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.